Merci d'être venu aujourd'hui, malgré le froid et la tempête, on commence à s'habituer. Comme vous le savez, hein, l'élection de la CAQ le 1er octobre dernier a eu une espèce d'effet d'onde de choc au Québec. Donc, quelques jours seulement après avoir été élu majoritaire, le nouveau premier ministre François Legault a annoncé vouloir rapidement régler le soi-disant problème de la laïcité de l'État québécois. Julie a un peu mentionné, notamment ce que la CAQ propose de faire, c'est d'interdire le port des signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité, ce qui inclut les juges, les gardiens de prison, les policiers et aussi les enseignants. Et pour ce faire, Legault a même dit être prêt à recourir à la fameuse clause non-obstant qui permet justement à l'Assemblée nationale d'adopter une loi qui déroge à certains articles de la Charte canadienne des droits et libertés, notamment ceux qui concernent le droit à l'égalité et le droit à la liberté de religion. Et donc, je pense qu'il faut être clair sur cet enjeu dès le départ. Ce soi-disant débat ou problème, en fait, n'a rien à voir avec la laïcité. La laïcité sert ici de couvert pour attaquer les minorités religieuses. Comme on le sait, au Québec, cette question-là de la laïcité a eu un rôle important dans notre histoire. Avant la Révolution tranquille, l'Église et l'État marchaient main dans la main. Et il y a eu une lutte très progressiste qui a été menée justement pendant la Révolution tranquille contre l'emprise en fait de l'Église catholique sur la société et pour séparer l'Église de l'État. Et le souvenir de cette lutte-là reste pour bien des Québécois encore présent. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est que la CAQ justement instrumentalise le sentiment laïque des Québécois pour diviser les travailleurs sur des lignes religieuses. Mais un des problèmes en fait qu'on peut soulever derrière ça, c'est qu'on n'explique jamais en fait en quoi l'interdiction des signes religieux va vraiment permettre d'atteindre un État plus laïque. Puis on ne parle même pas d'exemple en fait de manque de la laïcité de l'État. Puis en fait, si on veut être vraiment honnête sur cette question-là, on peut dire qu'à certains égards, la séparation complète de l'Église et l'État n'a pas été atteinte au Québec. J'ai trouvé des statistiques intéressantes là, que j'ai élaborées un peu dans l'article que vous pourrez lire. En 2014, en fait, on comptait au Québec 80 écoles confessionnelles subventionnées par l'État. Puis c'était essentiellement des écoles catholiques et protestantes qui se partageaient plus de 100 millions de dollars du gouvernement. Puis également, en ce moment, il y aurait plus de 1600 organismes religieux au Québec qui bénéficient d'exemptions d'impôts et de taxes. Mais évidemment, à chaque fois qu'il est question de cet enjeu-là dans les médias et sur la sphère politique, c'est jamais ces éléments-là, c'est jamais ces statistiques-là qui sont mises à l'avant-plan. Puis même la CAQ essaie de justifier qu'elle souhaite garder le crucifix à l'Assemblée nationale. Et là, je vais vous citer notre cher premier ministre qui dit « Beaucoup de nos valeurs viennent de la religion catholique et protestante. Le crucifix à l'Assemblée nationale, ça fait partie de notre histoire et notre patrimoine. On va le laisser là. » Il y a aussi sa collègue, la députée caquiste Sonia Lebel, qui en avait rajouté en disant « Notre histoire, qu'on le veuille ou non, est fondée sur la religion catholique. Les symboles religieux sont là parce qu'ils sont des symboles de notre histoire. On n'a pas de passé musulman. » Donc, il semble que le besoin de laïcité des institutions québécoises n'inclurait justement pas les symboles catholiques, en fait. Donc, lorsqu'on écoute le discours de certains politiciens et certains médias, on pourrait penser que l'islamisme radical est omniprésent au Canada ou que la charia est en voie d'être implantée au Québec. Puis que ça serait là la vraie menace à la laïcité québécoise puis à l'État québécois. Mais je pense que c'est important de mettre les choses en perspective. Selon Statistique Canada, les données que j'ai trouvées, il y aurait environ 250 000 musulmans au Québec, ce qui est environ 3% de la population, dont 115 000 femmes. Puis même si c'est un peu difficile à évaluer puis à calculer, on estime que seulement 10% d'entre elles portent le hijab, ce qui est une poignée en fait. Et encore, parmi ce nombre-là, en fait, il y aurait seulement une autre infime minorité, moins de 100 personnes, qui porteraient le niqab au Québec. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces pourcentages-là sont quand même assez insignifiants si on regarde la population québécoise en général. Et donc, ça permet de mettre les choses en perspective. Puis, s'il y a un consensus auprès des partis politiques sur la nécessité d'un État laïque, on ne nous montre jamais en quoi des travailleurs du secteur public
qui revêtent des symboles religieux ostentatoires constituent eux-mêmes une menace à la laïcité de l'État. Non seulement on omet de parler du faible nombre de femmes qui portent le voile religieux dans la province, mais on n'expose pas la moindre preuve en fait qu'il y aurait un prosélytisme religieux chez les employés de l'État. Alors, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'on ressort cette question-là? Pourquoi les grands partis ressortent cette question-là? Ce qu'il faut comprendre, en fait, il faut comprendre le contexte dans lequel on est. Depuis le début des années 2000, on voit un regain, en fait, lentement mais sûrement, de la lutte des classes au Québec, après l'accalmie, si on veut, des dernières décennies. Et donc, on observe de plus en plus de mouvements de travailleurs et de jeunes. À ce moment-là, le fameux débat sur les accommodements raisonnables, le débat sur les signes ostentatoires, c'est devenu l'espèce de diversion de choix. Donc, c'est un enjeu qui n'a plus vraiment rapport avec la lutte des années 60 contre l'Église catholique. Ça a été vraiment monté de toutes pièces pour semer les germes d'un discours identitaire raciste qui divise les travailleurs et détourne l'attention, en fait, des politiques d'austérité qu'on cherche à nous imposer. Et donc, puis un exemple de ça, c'est qu'on a vu François Legault, d'un côté, tout de suite après son élection, dire que c'était urgent de résoudre cette question-là, il fallait qu'on amène un projet de loi maintenant, puis, pas longtemps après, il a dit que le projet de loi sur la laïcité allait être repoussé jusqu'au printemps 2019. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sempiternel débat peut se poursuivre, puis servir d'écran aux éventuelles coupes et attaques du gouvernement. Donc, on voit que je pense que le premier ministre fait des choix calculés quand même. Parler de laïcité au Québec, comme ça peut sembler ça peut ne pas sembler être problématique aux yeux de bien des gens, tu sais. Puis à ce moment-là, on pourrait être tenté d'être d'accord avec la CAQ. Ah oui, s'il y a un problème de la laïcité, il faut résoudre le problème. Mais dans la réalité, ce que ce discours-là fait, c'est simplement encourager les racistes à s'attaquer à la communauté musulmane. Donc on voit déjà en fait comment le discours de la CAQ a suscité l'enthousiasme, si on veut, de certains groupes et personnalités d'extrême droite. La Meute disait justement s'inspirer de la CAQ. Ça vous donne une idée. Il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez Faith Goldy, c'est une suprémaciste blanche qui était candidate à la mairie de Toronto aux dernières élections, qui a félicité Legault et la CAQ pour son élection. Même chose pour Marine Le Pen, la chef d'extrême droite du parti d'extrême droite français Rassemblement national. Et donc, on voit un peu qu'est-ce que concrètement, en fait, qu'est-ce qui se passe. Puis, ça se tient aussi dans un contexte où on a vu une augmentation des crimes haineux, du harcèlement envers les musulmans depuis les dernières années au Québec, depuis notamment à l'époque la fameuse Charte des valeurs du Parti québécois. Puis, évidemment, on est le 2 février, donc quelques jours après les 2 ans de commémoration du désormais tristement célèbre la tuerie de Québec, où est-ce que il y a 6 personnes de la communauté musulmane qui ont été assassinées. Puis, ce qui est encore plus fou, en fait, c'est qu'avant-hier, François Legault, je ne sais pas si vous avez sûrement vu ça dans les médias, ça a fait le tour des médias, a dit que, on n'avait pas besoin de nommer cette journée-là, le 29 janvier, Journée nationale contre l'islamophobie, parce qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec. Je pense que c'est ironique, dans le triste sens du terme, qui ait affirmé ce genre de choses-là. Et donc, ce qu'il faut aussi, je pense, comprendre puis souligner, c'est que l'augmentation des crimes et des attaques contre les musulmans, c'est pas un phénomène qui est isolé. On assiste depuis des années à la montée de l'islamophobie en Occident. Depuis la période après le 11 septembre 2001, on a vu une augmentation des attaques impérialistes au Moyen-Orient, puis à ce moment-là, on sert de la xénophobie, du racisme pour rendre plus justifiables, entre guillemets, les crimes, notamment commis par l'impérialisme américain. Et donc, c'est dans tout ce contexte-là, en fait, que se tient le fameux débat sur les signes religieux. Donc, c'est pas un débat qui est abstrait, c'est pas un débat qui parle de la laïcité en général de l'État. Non, c'est pas une question théorique. C'est un débat concret qui a des conséquences très, très, très concrètes pour les personnes qui sont victimes de racisme. Et on pourrait s'attendre, en fait, à ce que Québec solidaire, justement, la seule alternative de gauche actuellement au Québec, s'oppose fermement aux politiques de la CAQ. Mais c'est pas le cas en ce moment. Sur la question des signes religieux, la direction de Québec solidaire propose depuis des années
le fameux compromis basé sur les recommandations du rapport Bouchard-Taylor, qui proposait d'interdire les symboles religieux pour les employés de l'État en position d'autorité seulement, ce qui exclut les enseignants. Puis, un argument qu'on entend dans le parti souvent, c'est la fameuse statistique du 76% des Québécois qui sont en faveur de l'interdiction des signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité. Là, à ce moment-là, on peut se dire, ouais, ben, comment est-ce qu'on pourrait aller à l'encontre de l'opinion des 3/4 des Québécois? Mais en fait, c'est là où réside le nœud du problème, parce que si la rhétorique de la droite a un succès auprès de la population et entre autres permis à la CAQ de monter en popularité, ben, c'est pas parce que les Québécois ont une fibre raciste particulièrement forte. Une des raisons importantes, en fait, qui explique ce succès-là, ben, c'est l'absence quasi complète d'un contre-discours sur cet enjeu. Puis en réalité, la position de la direction de Québec solidaire ne fait que permettre en fait à ce débat xénophobe de se poursuivre sans réelle opposition. Donc on peut dire que la direction de QS joue le jeu de la CAQ. Puis ce qui est un peu ironique en fait, c'est que hier, je lisais dans les journaux que le Parti libéral, qui oscille toujours sur ces genres d'enjeux-là, qui va d'opportunisme politique puis d'hypocrisie à outrance, ben, ils ont réaffirmé leur position d'opposition à toute interdiction des signes religieux. Puis, je pense que dans ce contexte-là, Québec solidaire a l'air un peu moins progressiste ou du moins plus mou que les libéraux. Il y avait une entrevue à CBC avant Noël de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole du parti, qui n'était pas capable, en fait, il n'a pas été capable de défendre la position de compromis. Il s'est contenté de dire que cette position-là n'était pas parfaite, mais, et là, il a ajouté qu'elle avait une vertu importante, celle de parvenir à un compromis. Mais on peut se demander, un compromis avec qui? Avec les racistes? Ou un compromis avec la CAQ? Mais la CAQ est majoritaire en ce moment. Ils n'ont pas besoin qu'on s'allie avec eux ou qu'on fasse un compromis. Ils vont la passer, leur loi, s'ils veulent la passer. Ils n'ont pas besoin des appuis de Québec solidaire. Donc, je pense ultimement, en fait, c'est de l'opportunisme politique qui, même sur le plan strictement parlementaire, tient pas la route. Puis, on peut aussi se dire, puis je pense que c'est ce que j'entends un peu de plus en plus là, sur cette question-là, ben, pourquoi un compromis sur cet enjeu-là précisément? Est-ce qu'on entend les co-porte-parole de Québec solidaire faire un compromis sur la question de l'environnement? Parler de compromis pour la question de l'émancipation des femmes? Ben, on ne l'entend pas vraiment. Donc, pourquoi est-ce que dans ce cas-ci, c'est si important? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Puis, on a même vu Manon Mancé qui a donné l'impression d'essayer de défendre François Legault. Elle a dit dans un point de presse, « Je pense pas que M. Legault soit un homme raciste et je pense pas que la CAQ soit raciste. » Donc, on peut... Peut-être qu'il y avait des problèmes de relations publiques, je sais pas, puis ils ont engagé Manon, je sais pas. Donc, je rigole, mais en fait, c'est pas drôle, en fait, parce que cet enjeu-là est très, très important. Puis, la position défendue par la direction est pas nouvelle. Hein, c'est déjà la position qui était mise de l'avant en 2013, dont à l'époque, dans la foulée de la charte de la laïcité, charte des valeurs québécoises proposée par le PQ, Françoise David avait emmené cette position-là dans le parti, qui est alors co-porte-parole. Puis ça avait finalement mené à la présentation d'un projet de charte de laïcité alternatif à celui du PQ. Puis on a pu aussi constater en fait les effets de ce tournant-là, cette prise de position-là opportuniste qu'on pourrait dire. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux projet de loi 62 des libéraux sur la neutralité religieuse de l'État, qui cherchait à forcer ultimement les femmes à enlever leur voile, même dans les transports en commun. Et à ce moment-là, Québec solidaire a vraiment raté une occasion en or, en fait, de dénoncer le projet de loi. Puis ce qu'on a vu, c'est que la direction du parti a trouvé a simplement trouvé, en fait, pour critiquer la loi, son caractère inapplicable. T'sais. Puis ils ont concentré leur énergie pas mal à critiquer le fait qu'on n'enlevait pas le crucifix à l'Assemblée nationale, mais ils ont passé à côté, en fait, du vrai enjeu puis du vrai caractère islamophobe de la loi. Et donc,
au cours des années, on n'a pas vu de véritable opposition aux projets racistes, tant par le PQ, le PLQ et la CAQ. Donc la direction n'a pas présenté de véritable opposition, comme je disais. Mais ce qui est drôle, c'est que déjà en 2013, Françoise David disait vouloir faire avancer la discussion. Puis à ce moment-là, elle disait il faut mettre de l'eau dans son vin pour faire avancer la discussion, puis trouver une solution de rechange à la charte du PQ. Puis elle disait il est temps d'aboutir dans ce débat-là. Mais ça fait déjà 5 ans, même plus que 5 ans. Puis visiblement, c'est pas la position de compromis qui a réussi à mettre fin au débat. Puis un argument qu'on entend souvent sur cette question-là, je n'ai pas encore parlé, mais je présume que vous aviez ça en tête. Bon, on argumente aussi que le voile religieux, ça serait un symbole d'oppression des femmes. Puis cet argument-là, ce qui est un peu fou, c'est qu'en ce moment, c'est utilisé par la droite. C'est utilisé par François Legault lui-même pour justifier, en fait, l'interdiction de son projet de loi, en fait. Et donc, pour nous, à la riposte socialiste, à la tendance marxiste internationale, on est marxiste, et donc, pour nous, notre approche est très simple sur ce genre d'enjeu-là. On est contre toute forme d'oppression, contre toute forme de contrainte et de discrimination, et pour nous, exiger que certaines femmes retirent leur symbole religieux, c'est tout aussi oppressif que d'exiger qu'elles le portent. Et donc, pour nous, l'émancipation des femmes, c'est pas une question de symbole, mais une question de réalité matérielle, sociale, économique, concrète. Donc, c'est une question très concrète. Puis, en fait, l'interdiction des symboles religieux ne mènerait qu'à l'humiliation des femmes à qui on demande de retirer leur voile et ne ferait qu'accentuer la stigmatisation d'une couche de la population qui est déjà très discriminée. Et donc, c'est pas un facteur d'avancement de la condition des femmes. Au contraire, l'interdiction du port du voile pour certains emplois, ça participe juste à la marginalisation de certaines femmes. Et donc, pour nous, il n'y a absolument rien d'émancipateur à chercher à libérer les femmes en disant de manière paternaliste comment elles devraient s'habiller. Et aussi, ce qu'on explique, c'est qu'il n'y a pas d'émancipation qui peut s'imposer de l'extérieur par des règles ou des lois bureaucratiques. Non. La lutte contre toute forme d'oppression, en fait, ça doit passer par la construction d'un large mouvement de masse unifié qui lutte réellement, concrètement contre l'oppression. Et donc, puis en plus, ce mouvement-là, on doit le lier à la lutte contre le système capitaliste lui-même, en fait, qui perpétue et qui exacerbe l'horreur que constituent les différentes formes d'oppression. Et donc, en plus de ça, nous, ce qu'on pense, c'est que cette lutte unifiée, en fait, des travailleurs et des couches opprimées contre le capitalisme, c'est le levier, en fait, le plus puissant qu'on possède pour faire tomber les préjugés racistes, sexistes, homophobes, etc., et ainsi véritablement éradiquer l'oppression. Donc, j'ai un peu parlé de la position, pas mal parlé de la position de la direction du QS sur cet enjeu-là, mais comme Julien l'a expliqué, en ce moment, il y a une opposition qui se crée dans le parti, puis la position de la direction ne fait pas du tout l'unanimité. Il y a le collectif solidaire pour un Québec inclusif qui s'organise depuis plusieurs mois, puis ce qui est fantastique, c'est puis nous, on prend part activement à ça, on souligne, puis on appuie l'initiative, puis on voit qu'on a réussi en ce moment à faire mettre, en fait, l'enjeu dans les instances du parti, puis le prochain Conseil national de mars va pouvoir discuter de la question. Puis, en plus, en fait, de la question de l'inefficacité du compromis du point de vue parlementaire, ce que les militants de Solidaires pour un Québec inclusif soulignent, puis avec raison, en fait, c'est que la position de la direction de QS va à l'encontre, en fait, des principes fondamentaux qui ont été principes fondamentaux et le programme du parti lui-même donc tout ça n'a pas été voté en fait par les membres et en ce moment même l'aile parlementaire défend publiquement le compromis Bouchard-Taylor, ce qui n'a pas été voté et qui va vraiment à l'encontre en fait de la mission de lutte contre le racisme que s'était donné QS dès le départ. Donc si on porte un regard un peu assez critique en ce moment sur Québec solidaire, puis l'aide parlementaire et tout ça, c'est pas parce qu'à la riposte socialiste, on est de mauvaise foi, on a envie de critiquer pour critiquer. Non, c'est pas ça du tout. C'est parce que nous, on veut mettre fin au règne des partis bourgeois. On veut qu'au Québec, on puisse avoir un parti de masse
des travailleurs qui soient mis sur pied et qui puissent défendre réellement les travailleurs et travailleuses et les couches opprimées de la société. Et on veut que ce parti-là, justement, puisse être outillé, armé des bonnes idées, des bonnes méthodes qui permettront de gagner puis mettre fin à l'exploitation capitaliste. Puis on pense que Québec solidaire, en fait, peut devenir ce parti. Mais on pense aussi qu'il pourra le devenir seulement s'il adopte les bonnes politiques. On a devant nous, avec la CAQ, le gouvernement le plus à droite qu'on a eu depuis les 50 dernières années. Puis les attaques racistes contre les minorités religieuses, ben, c'est seulement le début de ce qui nous attend. Et justement, récemment, on apprenait que même si on a des... Parfait, même si on a des surplus budgétaires records qu'on a réussi à faire au Québec, mais la CAQ a déjà demandé à ses ministres de faire des compressions dans leur ministère. Donc, j'imagine pas qu'est-ce que ça va être quand la prochaine récession va frapper le Québec. Donc, dans ce contexte, je pense qu'on le sait que le gouvernement de la CAQ n'offrira pas aucun répit aux travailleurs et aux jeunes. Et dans ce contexte-là, ben, il y a une masse de gens de plus en plus grande qui vont peut-être réaliser que le fameux changement que la CAQ nous proposait, ben, ça ne change pas grand-chose en fait. Puis c'est un parti des patrons qui va continuer à nous attaquer. Puis, dans cette perspective-là, je pense que Québec solidaire dispose d'une occasion assez fantastique de canaliser le mécontentement des gens envers la CAQ et de devenir une force de masse à gauche. Mais pour ça, je pense que ça doit commencer en s'opposant à ce débat raciste qui est utilisé pour nous diviser et nous affaiblir. Et on peut se mettre à penser, si on fait un compromis sur cet enjeu-là des symboles religieux, ben, je pense que c'est vraiment c'est mal parti, si on veut, c'est vraiment parti de mauvais pied dans la lutte contre les politiques de la CAQ. Puis si on veut vraiment mettre fin à ce débat-là, comme nous dit la direction depuis longtemps, ben, je pense que c'est le compromis qui doit cesser. QS devrait s'opposer à toute interdiction des symboles religieux et organiser un large mouvement contre le gouvernement actuel. Et donc, à ce moment-là, ben, je pense qu'on peut garder en tête que c'est la seule manière qu'on a devant nous pour pouvoir changer les termes du débat et de démasquer la xénophobie inhérente à l'interdiction que nous propose la CAQ. Bien, j'aimerais terminer en ajoutant quelque chose qui est, je pense, quand même assez important de rappeler, en fait, que ce débat-là au Québec, c'est pas une question isolée, en fait, c'est pas un phénomène isolé. Un peu partout, on voit les partis bourgeois créer la peur et la division en semant les idées racistes auprès de la population. Que ce soit avec la crise des réfugiés en Europe, que ce soit Trump avec son fameux mur aux frontières du Mexique, ou avec ces mesures contre les immigrants qui proviennent du Moyen-Orient. Puis on peut nommer d'autres exemples un peu partout, je présume que vous en avez en tête. Bien, partout, on voit que cette forme de racisme-là, que ce soit une forme ou un autre, elle est utilisée par les partis au pouvoir. Puis on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'en ce moment, on voit ça partout? Bien, on vit dans une époque de crise du capitalisme. Partout, les gouvernements ont été forcés d'implanter des mesures d'austérité visiblement de plus en plus impopulaires. Et donc, depuis la crise économique de 2008, les inégalités, la stagnation des salaires, la diminution des conditions de vie, etc., ne font qu'augmenter. Et cette situation-là, ben, ça entraîne des luttes massives dans de nombreux pays. Et donc, à ce moment-là, il devient nécessaire pour les partis capitalistes au pouvoir de détourner l'attention, de trouver un ennemi extérieur ou un ennemi même à côté. C'est la femme, c'est l'homosexuel, c'est l'immigrant. Puis de blâmer, en fait, ces gens-là, ces groupes-là, pour les problèmes que ces partis-là ne sont pas capables de résoudre, les problèmes du système capitaliste. Puis en ce moment, ces politiques-là qui nous sont imposées, ben, ça a des conséquences vraiment néfastes sur le mouvement, parce que plutôt que de lutter contre nos véritables ennemis, les patrons puis les partis qui les défendent, ben, les travailleurs sont divisés sur des lignes religieuses, ethniques, etc. Et donc, comme le dit notre bannière, le profit ne profite qu'aux patrons. Ben, en fait, ce qu'on dit à la droite socialiste, c'est que le capitalisme maintient et perpétue l'oppression et s'en sert pour se maintenir en place. Et donc, évidemment, on dit par exemple que les divisions ne sont pas inévitables, d'où
la fin du slogan, combattons-le par la solidarité ouvrière. En fait, ce qu'on voit, en fait, c'est que la seule façon, en fait, de lutter efficacement contre les politiques racistes, contre les attaques qui nous sont faites, ben, c'est de s'organiser, en fait, de créer un large mouvement de lutte, tout le monde ensemble contre le système. Donc, à la riposte socialiste, ce qu'on défend, ben, c'est ultimement ce qu'on fait, ce pourquoi on lutte, en fait, c'est une société où l'économie sera plus dominée pour les minorités possédantes qui profitent de la division et de la peur pour maintenir son pouvoir. Non. En dernière analyse, je pense ce qu'on peut dire, c'est que le racisme ne va pas pouvoir être éliminé dans les conditions dans lesquelles on vit. Donc, le racisme va pouvoir être éliminé quand on va parvenir à une société socialiste, hein, c'est-à-dire une société égalitaire, démocratique, qui n'est pas dictée par les profits des patrons, mais qui répond véritablement aux besoins de la population. Puis dans cette société-là, c'est une société d'abondance, ben, il n'y aura pas besoin de chercher un coupable pour les misères qui sont vécues. Donc on n'aura pas besoin de mettre la faute sur l'autre, sur l'étranger, etc. Puis ça, c'est la perspective que nous, à la riposte socialiste, on met de l'avant, c'est la perspective qu'on défend à Québec solidaire, mais aussi dans les syndicats et dans le mouvement étudiant. Et donc, voilà. Je vais laisser la parole à May, parce que je peux beaucoup parler, donc merci. OK, merci beaucoup, Hélène, et merci pour l'invitation aujourd'hui. Quand on m'a demandé de venir vous présenter sur ce sujet, je me demandais qu'est-ce qu'il y a de nouveau que je peux apporter à ce débat, puisque je comprends que Hélène a allégué à une petite masse critique des camarades solidaires qui sont en train de faire des conférences et des colloques et des présentations un peu partout, pas juste à Montréal, mais aussi à travers le Québec. Je suis avocate par formation, mais je me suis dit qu'en fait, je ne peux pas vous donner une lecture de droit, une explication de la charte, et surtout comment la position de compromis Bouchard-Taylor viole et en fait est illégale parce que c'est une violation des chartes québécoises et canadiennes. Et en fait, la direction et les élus, les politiciennes qui appuient cette loi sont très au courant. Personne n'a besoin de connaître que c'est contre la charte. C'est une violation des droits de la personne, des droits de l'égalité. Ils sont très au courant. Et comment est-ce qu'on sait qu'ils sont au courant? Parce que, par exemple, QS était parmi un des premiers partis politiques qui a dit « Ah, pour pouvoir passer cette loi, on va utiliser la clause non-obstant. » Autrement dit, c'est un mécanisme de droit qui disent que oui, on reconnaît que c'est une loi qui est en violation des chartes, mais nonobstant cette violation, on va le passer quand même. Donc, c'est pour ça que, comme juriste, en fait, c'est pas un enjeu juridique, c'est un enjeu politique et électoraliste. Alors, un autre aveu que je dois faire aujourd'hui est que ça fait comme 1 an et demi depuis la fusion avec Option nationale que je suis plus membre de Québec solidaire. Et en fait, j'ai eu tellement des expériences à l'intérieur du parti que j'ai décidé qu'aujourd'hui, mon objectif n'est pas de venir vous convaincre comment vous devrez voter, de vous persuader, etc. En fait, je vous laisse à votre discrétion, à votre sagesse, à votre maturité politique sur comment vous allez voter sur cette question. Mais par hasard, si ça vous intéresse de connaître comment tout ce débat à l'intérieur de QS affecte, quelles conséquences ce débat a sur les communautés racisées au Québec. C'est cette information que j'aimerais partager avec vous.
Et avant que je vais plus loin, j'aimerais aussi ajouter que non, je ne parle pas pour tous les communautés racisées. Ce que je vais présenter, c'est basé sur une expérience de militante, autant au Québec solidaire et depuis le début, qu'une militante contre le racisme, une militante qui a dirigé des organismes au sein de la communauté chinoise et qui était en partenariat avec plusieurs communautés racisées au Québec. Alors, ne me demande pas pour les statistiques est-ce que j'ai la légitimité de dire telle chose. Je vous avoue que tout ce que je vous présente, c'est vraiment selon mon connaissance et mon analyse personnelle, mais fondée sur beaucoup d'expérience sur le terrain. Je m'excuse aussi pour mon français. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas de me poser des questions. Alors, premièrement, les arguments pour Bouchard-Taylor, selon le prétexte de protéger l'égalité homme-femme. Une des premières perspectives des femmes racisées est que la définition, quand on parle égalité homme-femme, de quelle femme on parle? Parce que c'est évident que si on propose Bouchard-Taylor, la définition de femme est très mono-ethnique. Ça n'inclut pas les femmes comme moi avec un visage qui n'est pas blanc. Ça n'inclut pas une femme, il y a des femmes ici qui ne ressemblent pas aux femmes typiques de la dominance, c'est ça, comme Hélène. Alors, j'aimerais savoir, quand on propose une loi comme ça, comment est-ce qu'on va protéger aussi les droits des femmes racisées, des femmes qui sont croyantes, les femmes avec une différente couleur de peau, etc., etc. Une camarade de QS m'a confirmé que Québec solidaire a adopté l'analyse ADS+. Donc, je me pose la question, dans la position de Bouchard-Taylor, où est cette analyse de ADS+. ADS, c'est, en fait, ADS, c'est une analyse des propositions selon l'impact sur les femmes. Okay? Alors, s'il y a une proposition, par exemple, au niveau de, je ne sais pas, trajet d'autobus, okay, ou les arrêts d'autobus, c'est quoi les effets sur les femmes, et c'est pour ça que je pense que cette analyse a été faite, et c'est pour ça que maintenant, il y a un programme arrêt entre deux arrêts, je m'excuse, on peut arrêter entre deux arrêts formels dans les autobus quand il fait noir. C'est une façon c'est un rappel que quand vous passez des mesures, il faut poser la question, mais comment est-ce que ça va affecter les femmes? Et le plus, c'est pas juste femmes, mais femmes racisées, femmes handicapées, femmes LGBTQ, etc., etc. Alors, on m'a dit qu'au Québec solidaire, ça s'était passé, mais sauf que je ne vois pas où c'était appliqué dans la proposition de compromis. Alors, ça explique, c'est ça, l'objectif de défendre l'égalité homme-femme certainement n'adresse pas le manque d'opportunités égales pour les femmes racisées, parce qu'on est très ferme. Donc, les femmes qui portent des signes religieux n'auraient plus les mêmes accès aux postes d'autorité que la restante de la population. Et aussi, qu'est-ce qui arrive avec une interdiction qui viole les femmes qui vivent selon plusieurs terrains comment on dit ça, de discrimination.
Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec le fait que cette loi va discriminer contre les femmes noires musulmanes, les femmes asiatiques musulmanes ou les femmes, ma mère est bouddhiste, alors si jamais je veux porter les symboles bouddhistes, c'est quoi la position du parti? Parce que c'est pas juste une discrimination contre les femmes ou les personnes religieuses, mais aussi il y a une intersection, il y a des effets, des conséquences, les résultats de ne nous pas permettre les personnes à cause de la couleur de leur peau, leur ethnicité, leur nationalité, d'avoir les mêmes accès aux opportunités d'emploi. Il y a aussi le prétexte, donc après ça, il y a le prétexte de la laïcité. Hélène a beaucoup parlé de ça, mais de perspective des personnes racisées, c'est comme nous aussi, on veut l'État laïque. Et nous aussi, on connaît de quoi s'agit vivre sur un État qui n'est pas laïque, sur une théocratie, ou selon un État où il y a beaucoup de... où la religion et la politique est très mêlée. J'ai beaucoup d'amis qui sont militants auprès du Centre des femmes sud-asiatiques. C'est un organisme communautaire qui est au Québec depuis des décennies. Et ces femmes, à cause de leur clientèle, sont très conscientes de l'intégrisme hindou dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, il y a Modi, qui est un extrémiste, un intégriste hindou, qui est au gouvernement. Les conséquences sur les femmes, c'est terrible, c'est horrible. Et même avant Modi, il y avait aussi déjà beaucoup d'instances où l'État était complice dans les massacres des minorités religieuses en Inde. Le système de caste, même si c'est illégal, le système de caste hindu est très invasif dans la société indienne, et on sait comment ça vraiment sont les femmes qui sont les premières victimes, les femmes et les filles. Je n'ai pas besoin de vous nommer toutes les listes des actes barbares qui sont commis contre les femmes, et aussi la discrimination et inégalités sociales qui sont en conséquence au niveau de par exemple, les détenteurs de la richesse, c'est très déséquilibré au niveau homme-femme. La violence domestique, violence sexuelle, vraiment sont les femmes et les filles qui sont premières victimes. Alors, ces femmes-là, elles savent, ça a l'air de quoi vivre dans un État qui n'est pas laïque. Mais par contre, on vient ici, et on sait aussi, quand quelqu'un nous dit que, oh, mais on va interdire l'apport des signes religieux pour les enseignants, par certaines postes d'autorité, et ça c'est pour vous protéger, ben, on sait que non, c'est pas pour promouvoir nos égalités que vous faites ça. Encore une fois, nous sommes les cibles de discrimination. Et je suis complètement d'accord avec l'analyse de Hélène quand elle dit que le Bouchard-Taylor et la loi 62 sont des tentatives à cibler les femmes musulmanes. Puis ça, c'est le projet de loi qui a été initié par Françoise David, une figure du mouvement féministe au Québec. Et certainement, avec chaque période où le gouvernement ou dans le discours public, il y a cette déclenchement
de discours sur les faits religieux, etc., les organismes de femmes au Québec, toujours, elles racontent plein de plaintes de leurs membres, les femmes racisées, qui sont attaquées, insultées, humiliées, crachées là-dessus, etc., à cause de leurs vêtements. J'ai lu aussi récemment que devant les critiques de la position du QS, des gens vont circuler, vont nous rappeler, mais ce QS qui a déposé la motion contre l'islamophobie pour dénoncer l'islamophobie au Québec. Oui, ça c'est vrai, ça c'était en octobre 2015. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui est arrivé juste avant ce dépôt? Okay. Ça c'était pendant la campagne fédérale. Et encore une fois, dans tous les médias, on a discuté comment, il y a une femme qui porte un niqab et elle veut aller à son cérémonie de citoyenneté avec son visage découvert et en fait, c'est ça. Donc tout le Québec était contre. Il y avait, donc ça a enclenché des discussions sur, et si ces femmes veulent aller voter avec leur niqab, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Au mois de septembre, motion unanime à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, unanime, ça veut dire que QS a appuyé cette motion pour dire que non, pendant les élections, on va condamner toute tentative d'aller voter avec le visage couvert. Qu'est-ce qui est arrivé? On a passé cette motion de blâme et quelques semaines après, je pense que c'était à Gouin, dans la circonscription de Françoise David, une femme était attaquée physiquement par deux hommes qui ont essayé de tirer son hijab. Donc, mais c'est bien, c'est une bonne réaction que Françoise David avait. Que, non, ça, c'est pas acceptable. Donc, on a déposé la motion contre l'islamophobie. Mais, come on! Come on! Vous avez participé dans la création des conditions qui a résulté dans les attaques contre les femmes musulmanes. Et il faut assumer un minimum de leadership et de responsabilité. Vous êtes des porte-parole, vous êtes des députés, vous êtes des leaders au Québec. Alors faites attention aux gestes et aux positions que vous faites. Okay. Moi, pour l'instant, pas pour l'instant, je suis athée ou agnostique, just to be safe. Alors, je ne crois pas que c'est Dieu. Mais je peux vous dire que ce n'est pas juste la communauté musulmane qui sont blessées par tout ce discours-là, mais c'est pas mal l'ensemble des communautés racisées au Québec. Pourquoi? Comme Arun Baouzi a expliqué dans une présentation l'année passée, il a cet effet domino, un effet de floodgate. Ça. Une fois que vous permettez de permettre quelques droits de la personne, quelques violations des droits de la personne, il a référé à l'exemple en France qu'on a commencé, on va interdire les filles, les élèves de porter un hijab, puis ensuite, on va interdire leurs mères, les femmes, de porter dans le public. Mais pour nous, je pense que pour les communautés racisées, c'est pas juste les effets de domino à l'intérieur des communautés religieuses, parce que la même raisonnement marche pour toutes les communautés qui sont racisées, toutes les minorités au Québec. Parce qu'une fois que tu permets ça à un groupe de personnes, qu'est-ce qui arrive? C'est tellement arbitraire, c'est tellement facile à trouver des justifications pour violer les droits d'égalité à n'importe quel groupe de personnes. Il y a des raisons budgétaires. On n'a pas les moyens d'améliorer l'accessibilité du système de services santé et services sociaux. Il faut protéger nos emplois. Donc, il faut fermer les frontières.
il a des raisons, c'est ça, pour protéger la langue française, il faut adopter telle mesure. Et même le mur, je m'excuse, l'interdiction, le Muslim ban de Trump, ça c'est justifié selon les peurs de terrorisme. Donc, où est-ce qu'on va arrêter? Et c'est pour ça que je vous dis que, selon mon expérience, les communautés racisées de Québec sont très appréhensifs de cette position d'interdiction des signes religieux. J'aimerais aussi adresser l'argument qui, à mon avis, est tellement délusionnel de la part de QS et de la part de, par exemple, Legault, qui disent que le compromis, il faut fermer ce dossier, il faut trouver un moyen de passer là-dessus. Hein? Il faut acheter la paix sociale. Et je ne peux pas penser d'un meilleur exemple de privilège ou angle mort blanc que cet argument-là. C'est comme, en violant nos droits et l'égalité, on va passer à l'autre chose. On va accepter d'être objet de discrimination. D'être objectivisé. Oh my God! Je vous rappelle au slogan de la communauté noire pendant le mouvement civil, No justice, no peace. On ne va jamais calmer s'il y a une loi raciste au Québec. Jamais! Donc, oublie ça, il faut dire à la direction de QS que ce n'est pas la façon d'acheter la paix sociale. Pour l'autre chose, peut-être que c'est plus délicat, mais si je parle des communautés racisées au Québec, on ne peut pas, il faut parler de contexte de nationalisme et les dérives identitaires qui passent sur place. Et c'est dans le contexte d'indépendance. En fait, il y avait beaucoup de communautés racisées qui n'ont pas compris, comme il y a 2 ans, pourquoi QS a passé tellement d'efforts sur un débat sur la fusion, sur un pacte électoral avec le Parti québécois. J'ai assisté, à cette époque, j'étais membre de QS, j'étais membre du comité antiracisme. On a fait beaucoup d'efforts pour convaincre le membership de ne pas appuyer un pacte électoral. Donc, j'ai écouté beaucoup d'arguments en faveur. Et à la fin, je pense que tous les arguments pour la pacte électorale étaient dans le sens que on va gagner des sièges, on va gagner des votes, on va gagner plus de pouvoir. Alors, OK, encore une fois, le fait que comme Dalila Wada a dit, le fait que le PQ incarne la bête de capitalisme et de racisme, on s'en fout. Et parce qu'on veut gagner des sièges, c'est pour ça qu'on vous invite de faire des pactes avec le PQ. Et quand Bill Planet, devant la fusion avec Option Nationale, quand Bill Planet lui aussi il a quitté le parti, et pour moi c'est vraiment une perte énorme pour une partie de gauche. Bill Planet, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est une des personnes historiques clés dans la lutte contre la pauvreté au Québec. C'est lui qui, il était un peu immortalisé parce que c'est la fameuse personne qui a été étranglée par Jean Chrétien. On a une peinture de ça sur nos murs, mais dans le mouvement contre la pauvreté, il est un symbole d'un Québec progressiste à l'intérieur de QS, et quand la fusion avec le ON est arrivée, à Option Nationale, lui, il a déclaré que c'est triste de voir que QS a choisi l'unité des nationalistes au lieu de l'unité de la gauche. Et depuis, je vois
je vois beaucoup de gestes, beaucoup des actes, beaucoup des positions qui confirmaient sa position. Pour nous, les personnes racisées, comment vous définir ou qu'est-ce que vous identifiez comme une priorité, c'est très, très parlant. Hein? Si vous disiez que, nos priorités, c'est l'indépendance, OK, mais qu'est-ce qu'on arrive avec la lutte contre le racisme? Qu'est-ce qui arrive avec le droit au logement, le droit à l'emploi, etc.? On est sur le backburner. Donc, pour nous, c'est pas vraiment... vous ne tenez pas compte de nos besoins sur un pied égal. Je pense aussi, et ça, vraiment, c'est selon mon expérience comme militant et une observatrice maintenant du QS, je pense que l'implication, la participation de Québec solidaire dans le Oui Québec, c'est une erreur. C'est une erreur si on veut que Québec solidaire reste une partie de la rue, une porte-parole pour les mouvements sociaux, une lutteur pour la justice sociale. C'est une erreur parce qu'on a dit on va prioriser l'entente avec les autres partis indépendantistes du Québec. C'est pas une erreur si ça c'est leur vision. Si ça c'est leur priorité et comme Alexandre Leduc, comme lui, on lui a posé la question, si vous devez choisir entre un Québec indépendant de droit et une province de gauche, c'est quoi votre choix? Puis il dit, oui, non. Je choisirais un Québec de droit si on peut atteindre l'indépendance. Alors, c'est ça. Et je vois que souvent quand on parle de racisme, je vois que les élus et les communications sont très craintifs de irriter comme les autres partis politiques indépendantistes. Moi, je le sens. Par exemple, chaque fois que, et Hélène tu as un peu référé à cette pratique, chaque fois que Québec solidaire dénonce le racisme, comme par exemple, quand Amir Kadir a déposé la pétition pour une consultation sur le racisme systémique, en même temps, il a pris la peine de dire « mais on ne veut pas dire que tous les Québécois sont racistes. Hein? On ne veut pas dire que... » C'est comme on a dit « Oh non, non, Lisée n'est pas raciste, Legault n'est pas raciste. » Et pour nous, les personnes racisées, c'est comme... Comment ça... Like, whose side are you on? Pourquoi chaque fois que vous dénoncez le racisme, vous soulagez les personnes dominantes que, oh non, ne vous inquiétez pas, on ne parle pas de vous. Et Québec solidaire, on ne fait pas ça. Quand on dénonce la violence sexuelle contre les femmes, on ne dit pas, mais en même temps, on ne veut pas dire que tous les hommes font ça, là. Non, il y a beaucoup d'hommes qui sont corrects. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors nous, les communautés racisées, trouvent ces expressions tellement contradictoires. Et on ne sait pas, vous êtes où là, Québec solidaire? Comment vous vous positionnez? J'ai déjà alludé moi je pense que Québec solidaire est devenu beaucoup plus électoraliste. On suit maintenant un peu, pour la position Bouchard-Taylor, je pense que c'est aussi influencé par les sondages.
Et pour mon interprétation est que, étant donné que les sondages vont mal, peu importe la raison, pour moi, ce que je conclus est que, bon, puisque nous sommes une minorité, Québec solidaire préfère obtenir les votes des Blancs que les votes des personnes racisées. C'est cynique, mais ça, c'est mon interprétation. Et c'est malheureux parce que, encore une fois, pour une partie de gauche, je vois que c'est une application complète de son leadership dans une lutte qui pourrait être très intéressante au niveau des luttes sociaux. Même si ça fait quelque temps que je ne suis plus membre de Québec solidaire, j'ai pris un congé de mon travail l'année passée. Je n'ai pas pris une vacance. J'ai pris mes vacances pendant le mois de septembre pour pouvoir travailler à temps plein pour Eve Torres dans sa campagne à Outremont. Et j'ai vraiment honte de vous dire que j'ai témoigné tellement des gestes islamophobes et racistes envers elle, pas par la population, mais par le parti. Oh. Jusqu'au niveau où j'avais tellement envie de déposer une plainte à la Commission des droits de la personne parce que comme avocate, comme juriste, je sais que ce sont des gestes et des actes racistes et islamophobes. J'ai tellement envie de faire ça, mais je ne veux pas en même temps blesser le parti, je veux pas non plus... et elle, c'est une personne qui est magnifique. Vous êtes chanceux d'avoir elle parmi vous et dans le CCN. Alors, je ne veux pas rien faire pour endommager sa position et c'est pour ça que je ferme ma bouche. Mais je peux vous donner un exemple que je donne à tout le monde d'un geste qui est tellement disrespectueux et, à mon avis, islamophobe que j'ai témoigné. C'est à peu près une semaine, 10 jours avant la journée d'élection. Gabriel Nadeau-Dubois était invité à donner une grande conférence à l'Université de Montréal, qui est dans le comté d'Outremont, le comté de Eve Torres. C'était dans le grand auditorium. En fait, je pense que c'est l'auditorium où QS a été fondé. Hein? C'était rempli. Et en même temps, rappelez-vous que le signe, le mot d'ordre de QS, c'est de chercher les votes des jeunes. Donc, tout le monde cherchait les votes des jeunes parce que selon les sondages, les jeunes étaient les plus propices à voter Québec solidaire. C'était magnifique. On a invité Gabriel Nadeau-Dubois, juste lui seul. Notre équipe était en communication avec son équipe. On lui a dit qu'on va venir une heure avant vos présentations. On va tracter, on va encourager les gens, on va mobiliser et on va être sur place pour vous appuyer. On est entré dans l'auditorium. Plein du monde, pas un siège réservé pour Eve. C'est moi qui ai dit à ces organisatrices et organisateurs, ben ça c'est la candidate de QS ici. Alors moi j'ai fait une place pour elle, comme juste devant lui. Et imaginez-vous, pas une fois dans toute son 1 heure de présentation, il a fait une référence, il a présenté Eve Torres. Imaginez. Donc ça, c'est juste une chose que j'ai témoignée. Et c'est terrible. Je ne sais pas quoi faire. Au niveau de approche électoraliste, si on prend l'enjeu environnemental, QS disent que c'est leur grande priorité. Mais encore une fois, j'ai vu que pendant la campagne électorale, on va décrocher de l'accord Kyoto. On va faire la transition aux voitures électriques. Puis, en sachant qu'en fait, une grosse majorité de pollution, c'est dans la fabrication des voitures.
Québec solidaire aussi a diminué les objectifs d'émission en disant que 40 quelque chose % c'est plus réaliste. Alors c'est quoi ça? Pour moi c'est aussi une approche très électoraliste parce qu'on sait que les Québécois aiment leurs voitures, on aime acheter des voitures, on aime les grandes voitures. Alors au niveau de nos positions politiques, on va récupérer la... Il y a aussi comme vraiment une crise d'identité, une autre chose qui est arrivée pendant la campagne électorale. On a fait le flip-flop de où nous sommes. Est-ce qu'on est une partie... quelqu'un a dit a accusé Québec solidaire d'être une partie communiste ou socialiste. Maintenant, elle avait assumé, et ensuite le lendemain, elle a désavoué. Alors, c'est quoi ça? Vous êtes quoi là? Est-ce que vous êtes une partie de gauche ou non? Et si oui, c'est quoi votre identité? C'est quoi la vision, puis les valeurs et les plateformes que vous présentez et que vous défendez? En tout cas, je pense que il me reste... T'as dépassé un peu, mais tu Oh, ok, ok. Je vais terminer... ok. Je pense qu'à la fin, je vais faire mon conclusion maintenant. Pour revenir à la position de Bouchard-Taylor plus, le plus, c'est que c'est très probable que le projet de loi va inclure la loi 62, donc la loi qui interdit les visages, la réception et le giving, les dons de services publics et les enseignants. J'aimerais vous référer à un article par Jenny Laure Sully, qui est une collaboratrice pour IRIS, c'est une femme racisée, et elle a publié un excellent article qui a dénoncé, qui a alarmé au fait que oui, on a un problème de laïcité au Québec. Oui, il y a une religion qui a permeé toute la politique et les institutions du Québec, et c'est la religion du capitalisme. Vraiment, l'urgence de la laïcité, c'est de démêler les politiques et l'argent. Les liens entre les élus et les compagnies pharmaceutiques, les compagnies pétrolières, les banques, les commerces, ça c'est vraiment, ça c'est le danger de la laïcité au Québec. C'est pas les minorités qui sont même pas là. Alors, je conclue là-dessus.